Jeudi 27 août 2026, voici votre revue de presse. Un rendez-vous que les 5 quotidiens ont entouré au feutre rouge. Cet après-midi, à Roland-Garros, 7 candidats à la présidentielle se présentent devant les patrons à l'université d'été du MEDEF. Le Pen, Mélenchon, Attal, Philippe, Glucksmann, Retailleau, Tondelier. Les Échos en font leur éditorial et Dominique Seux ne cache pas son enthousiasme. Patron à vos postes. C'est, écrit-il, tout simplement le premier débat de l'année qui nous emmènera à l'élection présidentielle. Avec une question posée sans détour, les candidats des partis de gouvernement, ceux qui ont déjà affronté les contraintes du réel, vont-ils réussir à se tailler un espace entre les deux rouleaux compresseurs médiatiques et sondagiers que sont le Rassemblement national et la France insoumise? Le journal glisse au passage un chiffre qui pique. L'an dernier, le PIB et les recettes publiques ont progressé d'environ 60 milliards d'euros. En clair, résume-t-il, la totalité de la croissance a été captée par l'État. Libération raconte les coulisses sous un titre malicieux, le MEDEF en pleine campagne de recrutement. Le journal rappelle que la présence du RN à cette grand-messe n'avait rien d'une évidence. 20 ans d'hostilité ouverte, des appels au boycott, avant l'invitation faite à Jordan Bardella l'an dernier. Le Parisien, lui, prend l'angle Marine Le Pen, la patronne face au patron. Les relations se sont réchauffées des deux côtés, mais un totem demeure, la retraite à 62 ans, à laquelle la candidate refuse de toucher. C'est là-dessus qu'on va l'attendre de pied ferme, se frotte les mains un conseiller de Bruno Retailleau. Et puis, il y a les chiffres. Le Figaro publie sa vague IFOP fiduciale avec LCI et Sud Radio. Face au RN, un second tour plus ouvert que jamais. Marine Le Pen reste la grande favorite, entre 33 et 35%. Mais la gauche pousse. Mélenchon grimpe entre 16 et 19. Glucksmann s'installe entre 11 et 18. Le total gauche est au plus haut depuis presque 15 ans. Reste que Marine Le Pen remporte tous ses duels de second tour. 54 face à Attal, 55 face à Glucksmann, 67 face à Mélenchon. D'où le retour en force de l'idée d'une primaire de la droite et du centre. C'est le sens de l'éditorial de Vincent Trémollet de Villers, titré « Dernière nouvelle du vide ». L'arithmétique en campagne ne mène à rien. C'est la dynamique qui l'emporte. Le Monde, lui, s'intéresse à ce que personne ne veut porter, le bilan. Pour le bloc central, l'encombrant bilan de Macron. Attal et Philippe sont dans un entre-deux éprouvant. Critiquer l'exercice du pouvoir sans froisser l'électorat. Le quotidien publie aussi un entretien avec Raphaël Glucksmann, qui referme la porte à double tour. Il n'y aura aucune alliance avec Mélenchon. Et dans Libération, la chronique de Thomas Legrand est sévère pour son propre camp. Ce qui fait la force actuelle de Jean-Luc Mélenchon fait la faiblesse future de l'ensemble de la gauche. À l'international, c'est un basculement que décrivent les journaux. Le Figaro consacre 2 pages à ce constat. Après 6 mois de guerre de Donald Trump contre l'Iran, c'est la fin de l'ordre américain en Moyen-Orient. Georges Malbruno cite le chercheur Mark Lynch, « Le Moyen-Orient américain est révolu ». L'échec du renversement du régime iranien a renforcé les gardiens de la révolution, recomposé les alliances régionales et accru l'isolement d'Israël. 60% des Américains jugent désormais l'État hébreu négativement, selon le Pew Research Center. Le Monde fait sa une sur la Cisjordanie. La violence quotidienne des colons extrémistes, les oliviers brûlés et la crainte, jusque dans l'état-major israélien, d'un embrasement. À Gaza, un reportage sur des hôpitaux détruits à 95%. 20 000 malades inscrits sur les listes d'évacuation de l'OMS, dont 2 000 dans un état critique. Et l'éditorial du journal est un cri. Le blocus de l'information doit cesser à Gaza. Plus de 200 journalistes palestiniens tués depuis octobre 2023. Sur le même terrain, mais par une autre porte,
Libération publie une enquête de Check News sur les décomptes eux-mêmes. Plusieurs noms ont été retirés des listes de journalistes tués après des hommages du Hamas révélant leur appartenance à des groupes armés. 8 noms supprimés par le Comité de protection des journalistes, 4 par Reporters sans frontières. Et puis il y a le climat. Il est partout ce matin, sous toutes ses formes. D'abord le Népal. Le Parisien et Libération racontent le même cauchemar. Un torrent de roches et de boue s'est abattu mercredi sur le district de Rassoua, au pied de l'Himalaya. Au moins 157 morts, plus de 400 disparus, en majorité des touristes étrangers. Partout où l'on regarde, c'est la dévastation. Plus près de nous, Paumas, dans l'Aude. Le Monde y envoie un reporter. 5 minutes de tornade, lundi, et près des 2/3 des 500 maisons du village endommagées. Une scène de chaos absolu. Le Parisien raconte l'après. Les espoirs du club de rugby de Carcassonne venus déblayer les jardins. Les Échos, eux, sont allés dans la Creuse. Des éleveurs qui ravitaillent leurs vaches à la citerne et un effondrement de 80% de la production de maïs. On arrive à des pertes jamais vues. Écho direct dans Le Parisien qui interroge le PDG de Coopérative U, Dominique Schelcher. C'est l'été de la fin de l'insouciance. Des fruits et légumes plus petits et plus chers de 13%. Son appel aux clients, ils sont peut-être moins jolis que d'habitude, mais achetez-les quand même. Et derrière, la facture. C'est le sens de la tribune de Sandrine Rousseau dans Le Monde qui plaide pour une réforme du régime d'assurance des catastrophes. 1 700 000 personnes n'ont pas d'assurance habitation et les assureurs commencent à refuser des contrats dans les zones trop à risque. Les plus pauvres risquent d'être piégés par l'intensification des dangers écologiques. Rentrée scolaire. Elle est très politique, dit Le Monde. Le ministre Édouard Geffray s'est fait voler la vedette par Gabriel Attal, qui plaide pour le rétablissement du certificat d'études, et par Édouard Philippe, qui promet 20% d'augmentation aux enseignants. Pour le SNES-FSU, l'école est encore plus proche du précipice qu'à la sortie du Covid. Économie et technologie, avec un chiffre spectaculaire. Meta plie. Le propriétaire de Facebook et d'Instagram, poursuivi par une trentaine d'États américains pour l'addiction des mineurs, risquait 200 milliards de dollars. Il transige, Le Figaro titre sur 16,8 milliards, les Échos arrondissent à 18. Mais l'essentiel est peut-être ailleurs. 2 heures d'usage quotidien maximum par défaut pour les moins de 18 ans. Application bloquée entre minuit et 6 heures. Compteur de likes masqué. Le Parisien note que cet accord pourrait inspirer la Commission européenne et viser demain TikTok, Snap et YouTube. Bonne nouvelle à la une des Échos. L'économie allemande voit le bout du tunnel. Croissance révisée à la hausse, indice IFO en progression pour la 4e fois d'affilée. Nous avons traversé 3 années de récession et nous renouons désormais avec la croissance, se félicite le chancelier Friedrich Merz, dont la popularité, elle, reste au plancher. Et Le Figaro pose une question à contre-courant. Le choc pétrolier tant redouté n'a pas eu lieu. 6 mois de blocage du détroit d'Ormuz, un baril monté à 115 $ en avril, mais retombé à 86 ce mercredi. Le choc s'est déplacé. Les Échos montrent qu'il frappe désormais le plastique. La tonne de PET a presque doublé et l'eau en bouteille a grimpé de 4% en 1 an. Le sujet plus discret maintenant. C'est une enquête du Monde, en pages économie, et elle est irrésistible. Luttes infernales autour de la tour Montparnasse. 10 ans de promesses, un budget passé de 400 à 800 millions d'euros, une tour vidée dont la façade se désagrège, et un invité surprise, le chanteur Vianney, qui a racheté 80% du 43e étage, torpillant un projet d'hôtel. Si les travaux ne démarrent pas avant fin novembre, le permis expire. Autre signal faible qui traverse 2 journaux, la tension dans la rue. Le Figaro consacre sa page société à la montée des violences entre automobilistes, cyclistes et piétons,
après l'attaque au couteau mardi d'un livreur à vélo rue de Sèze, à Paris. Le Parisien recueille la sidération des riverains. Il était 13h30, pas minuit, c'est dingue. Et l'on termine par la culture, parce qu'elle occupe ce matin toute la une de Libération. Dolly Parton est morte mardi, à Nashville, à 80 ans. Libération lui consacre 6 pages et un éditorial d'Olivier Lame, titré simplement « Génie ». Elle n'était pas Johnny Cash, ni Hank Williams, ni Merle Haggard. Elle était Dolly Parton. Le journal rappelle l'essentiel derrière la perruque. Une immense autrice-compositrice, plus de 1000 chansons, et une poétesse de l'Amérique laborieuse du XXe siècle. Le Monde retient sa formule préférée. Le truc magique avec moi, c'est que j'ai l'air complètement toc, alors que je suis complètement vrai. Et Libération note ce détail politique. Donald Trump a ordonné la mise en berne du drapeau américain pendant une semaine entière, un honneur inédit, pour une artiste qui, elle, avait décliné 2 fois sa médaille, par refus de toute affiliation partisane. Mes fans appartiennent aux 2 partis, disait-elle. Pour le reste, les Échos annoncent Rock en scène, avec The Cure en clôture. Le Parisien était aux répétitions, à Bordeaux, du concert SOS Solidarité Sinistrée, coordonné par Pascal Obispo avec Renaud et Julien Clerc. 500 000 € déjà récoltés pour les victimes des incendies. Et le Figaro littéraire fait sa une sur Antoine Volodine, l'écrivain qui publie 11 livres à la fois. Voilà pour cette revue de presse, merci de votre écoute et très belle journée à toutes et à tous.